Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Bonjour, je m'appelle Walid, j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Megan, j'ai 16 ans. Je suis ravie de vous connaître. Je m'appelle Eliane Delatour et je suis ethnologue. En quoi consiste le métier d'ethnologue? Alors, pour faire une réponse simple, c'est l'étude de l'homme. Et vous êtes en classe, vous avez des disciplines comme l'histoire, la géographie. Voilà, ce sont des sciences qu'on appelle humaines et qui ont pour objet l'étude des groupes humains et de l'homme dans sa société. Voilà. Et l'ethnologie, parmi toutes ces sciences humaines, est une des disciplines, avec une méthode particulière. Voilà. Et quelle est la différence entre ethnologue et journaliste? Alors, il y a une grosse différence. C'est que d'une part, l'ethnologue est un chercheur. Et donc, il est dans un processus universitaire de réflexion et sur un sujet. Alors que le journaliste cherche à recueillir des informations sur un sujet. Donc, ils ont une expression qui dit « on couvre l'événement ». Nous, on ne couvre jamais, on passe du temps, on s'inscrit. Voilà, c'est ça la différence. On va faire une recherche sur un sujet donné et on va se donner du temps pour faire cette recherche. Et on va aller sur le terrain, faire une enquête de terrain, passer du temps avec les gens, vivre avec eux pour arriver à comprendre comment ça fonctionne, quoi. Voilà, en gros. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? J'ai choisi ce métier un peu par hasard. J'avais commencé des études de sociaux et puis j'ai bifurqué sur l'anthropologie à travers des rencontres, et notamment un anthropologue qui m'a emmenée au Niger. On a traversé le Sahara ensemble et c'est comme ça que j'ai commencé véritablement. Puis après, voilà, j'ai continué seule, lui de son côté. Donc c'est de là que vous avez choisi ce métier? Voilà, c'est à ce moment-là, c'est quand... en fait, c'est au Niger. C'est quand j'ai été au Niger et que j'ai commencé à travailler et que ça m'a enchantée d'être sur le terrain. Je travaillais dans un petit village au sud du Sahara et je me suis dit, voilà, c'est mon métier. J'ai fait ma thèse à partir de ce terrain-là. Et quand on passe du temps, on a envie de... C'est comme quand on est dans un jardin, vous faites pousser un arbre, et bien vous avez envie de cueillir les fruits, non? Oui. Voilà, vous n'avez pas envie de partir quand l'arbre est encore jeune. C'est la même chose. Donc j'ai passé du temps et j'ai voulu cueillir les fruits de mon arbre. Et donc, je suis restée. J'ai développé plusieurs projets au Niger. Et puis, à un moment donné, voilà, j'avais envie de changer de jardin. Donc, l'Afrique, c'est votre centre de recherche? Ça a été au début. Quand j'étais jeune, on nous appelait les africanistes. Les ethnologues qui travaillent en Afrique, on dit les indianistes, les africanistes. Et puis, j'en ai eu assez de cette qualification par aire géographique. C'est comme si nous, les ethnologues, on ne bougeait plus une fois qu'on était sur un continent. Et alors que les gens du continent, eux, bougent à travers le monde. Donc c'est étrange, quoi, comme qualification. Et donc moi, j'ai eu envie de bouger. Et je me suis, à ce moment-là, intéressée à je ne sais pas si tu vas comprendre ce mot, à la relégation sociale. C'est-à-dire aux gens qui sont relégués, c'est-à-dire abandonnés derrière une frontière. Et dans toutes les sociétés, il y a des gens que l'on repousse derrière une frontière. Alors ça peut être des gens âgés, par exemple, dans nos sociétés, parce qu'ils ne correspondent pas aux normes économiques. Donc, comme ils ne servent plus à rien, on les trouve usagés et on les repousse. Et j'ai travaillé aussi sur des femmes, parce qu'elles sont du sexe féminin, n'ont pas le droit de sortir, on les repousse derrière un mur. Ou bien, j'ai aussi travaillé dans une prison où, pour une question de faute, de peine, on repousse derrière un mur. La sanction, c'est la privation de liberté.
on repousse derrière un mur. J'ai travaillé dans des ghettos au Niger, où là aussi on repousse derrière des murs, ou des gens qui se regroupent dans des ghettos, même si le mur est plus social que physique. J'ai travaillé en Inde aussi sur un esclave qui s'est émancipé, parce que quand on travaille sur ces questions, sur les exclus, on se pose immédiatement la question de l'émancipation. Et donc j'ai travaillé en Inde sur un cas d'un esclave qui est devenu un très grand sultan, alors qu'il était d'origine africaine, et dont on ne parle jamais, parce qu'il était noir. Et voilà, et donc c'est un très grand exemple d'émancipation pour moi. Donc j'ai travaillé, alors plus de manière historique évidemment, puisque c'était au XVIe, XVIIe siècle. Voilà, et d'avoir ce qu'on appelle une problématique, c'est-à-dire ce questionnement non pas pourquoi les gens sont exclus, il y a beaucoup de sociologie là-dessus, mais c'est une fois que les personnes sont exclues, derrière un mur, qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils recomposent des amitiés, des amours, comment ils recréent ils réinventent des espaces à eux, et en même temps ils cherchent aussi à vivre avec la société qui exclut. Je ne connais pas de lieu d'exclusion où il n'y ait pas de tentative d'essayer de renouer et d'accompagner la vie qui est la vie des gens qui sont à l'intérieur de la société qui a exclu. Voilà. Et donc ça s'appelle une problématique, c'est-à-dire une manière de poser une question. Et c'est avec cette question que j'ai dans une valise, et je vais de terrain en terrain avec ma valise, et j'ouvre ma valise avec mes questions, et je me dis, alors là, cette question-là, sur ce terrain-là, comment je vais la poser et comment on va me répondre. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous reparler, donc, que vous avez dit tout à l'heure qu'au Niger, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez dit que ça a tout changé pour vous. Oui. Donc j'aimerais un peu savoir ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé avec cet homme ethnologue qui s'appelle Marc, c'est qu'on a fini par se séparer. Je pense que c'est compliqué dans un couple d'avoir exactement le même métier. Je pense que ça n'aide pas les choses. C'est un peu comme deux crocodiles dans le même marigot, quoi. Et donc on s'est séparés, mais moi j'ai continué. Et c'est vrai que cet homme a compté énormément dans ma vie, puisqu'il l'a fait basculer vers cette passion et ce métier. J'ai appris à faire ce métier et dans lequel je suis aujourd'hui. C'est-à-dire quand même, ça a été une deuxième naissance avec lui. Donc il a été très important dans ma vie. Et puis après, il y en a eu un autre qui a beaucoup compté aussi, qui s'appelle Jean-Pierre, et qui m'a fait basculer du côté du cinéma. Et il fabriquait, c'était un grand inventeur de caméras, et puis j'étais toute petite et jeune et pas du tout formée au métier de cinéma, et je suis allée lui demander, monsieur, est-ce que je peux vous en prêter une caméra pour partir au Niger? Et voilà. Et il y a une grande histoire qui est arrivée comme ça, avec cette histoire de caméra. Et là aussi, ça a été important pour moi, parce que du coup, ça m'a donné confiance d'avoir comme ça quelqu'un de très important sur le plan de l'histoire du cinéma. Il a été un grand inventeur qui me faisait confiance pour me donner un prototype. C'est une caméra qu'il était en train d'inventer. Ça m'a donné confiance en moi. Et voilà, j'ai commencé à faire un premier film, et puis j'ai continué à faire des films. J'ai trouvé ça absolument passionnant de sortir un peu de l'ethnologie classique, ce que j'avais fait avec ma thèse, et d'aller vers un peu d'autres chemins, quoi. Pas aller sur l'autoroute de l'ethnologie classique, que je trouvais quand même un peu ennuyeuse. Et je trouve que le rapport qu'on a sur le terrain quand on a une caméra et qu'on construit un film avec les gens, qu'on construit avec un film avec les gens, et non pas qu'on arrive avec une caméra en bombardant les gens comme ça, sous une forme de reportage. Et je trouve que ça met dans une relation ludique, heureuse, joyeuse. Et c'est pour ça que j'ai continué. Il faut qu'un métier, ça soit aussi du plaisir. Mais faire vos films, est-ce que c'est pas pour transmettre quelque chose au public ?
Oui, alors il y a à la fois ça, c'est vrai que c'est une transmission qui est plus large évidemment, mais c'est pas le film en soi qui est un mode de transmission large, parce que le film ethnographique des gens qui me précédaient, c'était une transmission extrêmement étroite, ce qu'on appelait le film ethnologique. Donc il faut arriver à la fois à transmettre des connaissances et parfois assez pointues à l'intérieur d'un langage vraiment cinématographique. Voilà. C'est pas simplement de l'image, c'est du cinéma. Construire une scène, construire un personnage, etc. Et c'est pas... La transmission, c'est une part simplement de mon désir de cinéma. Il y a aussi le fait que quand on fait... quand on amène une caméra sur un terrain, on ne fait pas de la recherche de la même manière. On ne regarde pas les mêmes choses. Parce qu'on a un œil qui est armé par l'idée et la perspective de faire un film. Donc on a une manière tactile, sensuelle, sensible et très visuelle, comment dire, d'essayer de drainer des connaissances. Si on fait une recherche sur des structures de parenté, ben, évidemment, ça n'a rien de visuel, une structure. On ne filme pas une structure, quoi. Et alors que si on sait qu'on va faire un film, on va laisser ces questions de structure et d'abstraction pour aller vers des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus subjectives. Et la recherche, du coup, n'est pas la même. Et du coup, le cinéma, le fait de faire de cinéma, en lui-même, est un outil qui vous permet d'attraper des connaissances qui sont complémentaires, disons, je veux dire plus grandes, qui complètent, voilà. Est-ce que le film s'est inspiré par un fait réel? Oui, c'est le film, ce film-là, Bronx Barbès. J'ai fait un travail dans les ghettos qu'on voit dans le film. J'ai fait un travail de 2 années, à la fois dans les ghettos et à la fois dans les prisons, où il y avait des ghettomanes. Et j'ai construit mon scénario à partir des faits réels et de ce que j'avais compris aussi du ghetto. C'est l'histoire c'est une trajectoire de gosses qui sont dans des quartiers très pauvres et qui pensent que le ghetto va être une solution pour eux. On peut dire 1000 choses sur les ghettos, mais moi, c'était cette initiation à l'intérieur du ghetto qui m'intéressait. Et comment l'imaginaire se développe à l'intérieur des ghettos, alors que quand on regarde un ghetto, on voit des jeunes qui se rassemblent dans des coins. C'est très visible. Mais en même temps, si on s'arrête là, on n'a rien dit, on n'a rien fait, on n'a rien vu. Donc il faut aller derrière cette apparence et aller comprendre qu'est-ce qui les amène là, comment ils se voient eux-mêmes, comment ils se construisent de manière héroïque et par où ils passent, par l'égalité pour
pour aller plus vite, pense-t-il. Ils pensent qu'ils iront plus vite, qu'ils atteindront plus vite leur but en prenant des armes ou en volant. Voilà. Et ils veulent raccourcir le temps. Ils veulent tout de suite. Voilà. Et ils espèrent qu'avec 1 ou 2 ou 3 coups, quel que soit le coup, ça peut être aussi des petites choses, des arnaques, ils arriveront à être quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée dans le ghetto, c'est comment ils arrivent à construire des modes de relations sociales avec cette structure vieux père fiston, les vieux pères initiant les fistons devenant eux-mêmes vieux pères d'un autre fiston. Et c'est un peu l'histoire que j'ai inventée qui raconte néanmoins quelque chose de vrai. Pourquoi un film de fiction? Pourquoi un film de fiction? Parce que je ne voulais pas, travaillant dans des milieux qui sont traversés par des pratiques illégales, je ne pouvais pas faire de documentaire. Ou alors j'aurais fait un documentaire façon TF1 où on floute les gens. Et ça, je ne voulais en aucun cas ça. Je voulais voir leurs yeux, au contraire. J'avais besoin de leur regard. Et donc, je suis passée par la fiction qui permet d'avoir un contrat moral parfait, puisque des acteurs... Les ghettomanes sont des acteurs, c'est pas des ghettomanes. Voilà. Ils jouent sous une autre identité. Mais jouer sous sa propre identité, ça peut amener des dangers, des répressions. Et puis moi, j'en avais aucune envie. Voilà. Comment le film a été accueilli là-bas? Le film a eu un énorme succès, gigantesque, puisqu'il a dépassé les records de Titanic là-bas. Et c'est devenu presque un phénomène social, puisqu'il a été vu dans toutes les salles du pays, pas simplement à Abidjan. Et il a fait des audiences invraisemblables. Il y a eu une presse énorme. Et ce qui veut dire, moi, ça a été une très grande fierté, parce que ça montre justement par rapport à la question de blanc-noir, ça montre qu'une occidentale blanche comme moi peut arriver à comprendre quelque chose de cette culture, puisque les gens se sont reconnus dans ce film. Sinon, ils ne seraient pas venus. Pour moi, c'est une plus grande fierté d'avoir réussi ça que d'être, je ne sais pas où, à Cannes, ou d'avoir un prix à Cannes. Parce que ça veut dire quelque chose de plus fort, quoi, sur justement la possibilité de se comprendre entre nous. Il n'y a pas de barrière, quoi. Je suis très très hostile à ce qu'on appelle le culturalisme, et je pense qu'il n'y a pas de culture qui soit incompréhensible, contrairement à ce que disent certains. Et ça montre qu'on peut, voilà, non seulement se comprendre, mais aller plus loin que ça, partager. Da di da da,